anachronique de parler à l'époque de l'énergie nucléaire et de l'électronique de choses aussi simples et banales que de bulles et de gouttes. Bien entendu, nous n'allons pas vous entretenir de la beauté fugitive des bulles de savon qui émerveillent les enfants ou des poésies faites autour d'elles. Nous allons plutôt nous occuper des phénomènes qui se manifestent lors de leur production ainsi que de leurs propriétés. Commençons par une expérience tirée de la vie courante qui à première vue n'a rien à faire avec les gouttes et les bulles. Un lacet qui a perdu ses ferrets ne peut passer que difficilement à travers les œillets de la chaussure. Pour faciliter cette opération, on le mouille. On fait d'ailleurs la même chose pour enfiler une aiguille. Le lacet humide s'effile et passe plus facilement. Mais cette conclusion est assez hâtive. Ce pinceau sec, assez maltraité, a ses poils écartés. Plongé dans l'eau, le pinceau est bien humide, mais les poils restent écartés. Retiré de l'eau, sa pointe s'effile. Ce n'est donc pas l'humidité seule qui est responsable de l'effilement du pinceau, qui se produit seulement quand il est de nouveau dans l'air. Ce phénomène est facilement explicable si nous observons la formation des gouttes. Nous faisons arriver lentement de l'aniline dans de l'eau salée. Nous remarquons que les gouttes qui se forment, et c'est vrai pour les gouttes de n'importe quel liquide, ont toutes la même forme sphérique. Elles ont toutes le même volume. L'aniline reste pour un certain temps accrochée à l'extrémité du tube. Seulement si la goutte atteint un volume déterminé, donc un poids déterminé, elle se détache sous l'influence de son poids après que le rétrécissement s'est serré. Cette expérience nous suggère l'existence d'une sorte de sac ou de pot qui entoure la goutte et qui contient le liquide. Le sac cède sous le poids de la goutte et la goutte se détache. Retenons donc qu'une goutte de liquide est entourée d'une sorte de membrane élastique fortement tendue. La tension de cette membrane s'appelle tension superficielle. Pour nos premières expériences du lacet et du pinceau mouillé, il se forme une lame liquide qui entoure les poils. C'est la tension de cette membrane qui produit l'effilement. Nous pouvons mettre en évidence l'existence de cette membrane élastique superficielle à la surface libre d'un liquide ou bien à la surface de séparation de deux liquides non miscibles. Un papier enfoncé dans l'encre se mouille et se colore. Recouvrons la surface libre de l'encre d'une couche de poudre de lycopode. Le papier enfonce la membrane superficielle élastique sans la déchirer. Le papier reste blanc. D'une façon analogue, je peux enlever un objet d'un récipient qui contient de l'eau bouillante. Il suffit pour cela de ne pas déchirer la membrane superficielle élastique. Comme vous savez certainement, on peut placer avec un peu de dextérité une lame de rasoir ou une aiguille sur la surface de l'eau. Essayons de placer une pièce de monnaie sur la surface de l'eau. La membrane superficielle élastique de l'eau est donc capable de porter des cœurs qui ont une densité nettement plus grande que celle de l'eau. Je place une bille d'acier, telle qu'on les trouve dans les roulements à billes de certaines montres, sur la face intérieure d'une membrane liquide. Cette bille est tellement fine qu'on peut la mettre à l'intérieur d'une petite goutte d'eau. Où elle est supportée par la membrane qui contient la goutte.
Pour vous montrer qu'il s'agit bien d'acier qui est 7,8 fois plus dense que l'eau, on approche un aimant. La bille se déplace sur son support élastique. Si on approche l'aimant davantage, la bille est arrachée de la goutte à travers la membrane. Cette expérience nous montre que la membrane élastique peut supporter des forces relativement grandes et qu'elle possède un pouvoir autoréparateur. La membrane déchirée se répare instantanément sans qu'il y ait du liquide qui s'écoule. Pour cette raison, on parle souvent de pseudomembrane pour la distinguer des membranes qui ont des propriétés nettement différentes. Comme la membrane superficielle de l'eau est capable de porter de l'acier, il n'est pas surprenant qu'elle puisse supporter aussi des insectes. À partir du mois de mai, on peut observer les évolutions élégantes des hydromètres et des géris sur les surfaces des étangs. Les tarses de ces insectes enfoncent légèrement la surface de l'eau. La tension superficielle, qui est la cause de la formation des bulles et des gouttes, peut s'expliquer par la théorie moléculaire. Une molécule de liquide est attirée par toutes les molécules de liquide qui l'entourent. Ainsi, une molécule se trouvant au sein du liquide subit de la part de toutes les molécules qui l'entourent des forces dont la résultante est nulle. Une molécule de liquide de la surface libre subit seulement des forces d'attraction de la part des molécules de l'intérieur du liquide et de celles de la surface. Cette molécule est donc soumise à une force résultante dirigée vers l'intérieur du liquide. Toutes ces molécules doivent en conséquence avoir la tendance à se déplacer vers l'intérieur du liquide, et cela jusqu'à ce qu'il y ait équilibre. À l'équilibre, la surface du liquide doit donc contenir le plus petit nombre de molécules possible. Dans ce cas, la surface du liquide est une surface minimale, c'est-à-dire la surface la plus petite possible. Cette tendance des liquides à avoir une surface libre minimale peut être illustrée par des expériences simples. De nombreuses petites gouttes de mercure produites dans un verre à montre finissent par ne former plus qu'une seule grosse goutte. En effet, pour un volume de liquide déterminé, une grosse goutte a une surface plus petite que la somme des surfaces de toutes les petites gouttes. D'une façon analogue, la configuration des lames de savon qui se produisent sur ce cadre va être telle que leur surface soit minimale. Pour un cadre d'une autre forme, la surface minimale aura une autre forme aussi. Ces surfaces minimales peuvent prendre des aspects surprenants, comme par exemple sur ce cadre en forme d'hélice. Nous obtenons une surface hélicoïdale. Ce récipient très étroit contient un peu d'eau de savon. En soufflant dedans, on produit de nombreuses bulles qui, au contact des parois du récipient, déterminent des compartiments de grandeur différente. C'est de nouveau la tendance à la surface minimale qui explique qu'il n'y a jamais plus de 3 lames qui se rencontrent en un point. La tendance des liquides à rendre leur surface minimale est la cause de la forme sphérique des bulles et des gouttes. En effet, la sphère est le corps géométrique qui, à volume déterminé, a la plus petite surface. Mais ce sont seulement les petites gouttes qui ont la forme d'une sphère. Les plus grosses sont aplaties et s'écrasent, pour ainsi dire, sous l'influence de leur propre poids. L'expérience historique de Plateau permet de montrer que si une goutte n'est pas soumise à son poids, ou bien si son poids est compensé, elle prend la forme d'une sphère parfaite. Pour cela, il suffit de produire une goutte d'huile dans un liquide non miscible à l'huile, mais qui a même densité que l'huile.
Voici de telles gouttes d'huile colorée, sphérique, en sustentation dans une solution d'eau et d'alcool. Les gouttes de pluie qui tombent en chute libre sont aussi sphériques. Une preuve pour cela est la forme et l'angle d'ouverture de l'arc-en-ciel qui peut seulement s'expliquer à partir de gouttes de pluie sphériques. Pour la même raison, une bulle de savon qui flotte, pour ainsi dire dans l'air, a la forme d'une sphère. Cette bulle de savon se dégonfle, ce qui est une preuve que la pression à l'intérieur de la bulle est supérieure à la pression atmosphérique. Cette surpression intérieure de la bulle, due à la tension de la membrane, suffit pour éteindre une bougie. Il semble presque évident que la pression est plus forte dans une grosse bulle que dans une petite. Vérifions-le par l'expérience. Ce dispositif nous permet de souffler successivement 2 bulles de savon de diamètres inégaux et de les mettre ensuite en communication. Voici une première bulle. Remplissons la deuxième plus petite de fumée de cigarette. Mettons les deux en communication. Contrairement à notre attente, la grosse bulle se gonfle davantage aux dépens de la plus petite. C'est donc dans la plus petite bulle que la pression est plus forte. Des expériences quantitatives montrent que la pression à l'intérieur d'une bulle ou d'une goutte est inversement proportionnelle au rayon. Plus la goutte est petite, plus la pression y est grande. Pour les fines gouttes de rosée ou de brouillard, la surpression peut ainsi atteindre des centaines d'atmosphères. Même si toutes les gouttes ont la même forme, elles n'ont quand même pas toutes la même taille. De 2 tubes identiques sortent des gouttes d'alcool de l'un, des gouttes d'eau de l'autre. Les gouttes d'alcool à gauche sont considérablement plus petites que celles de l'eau. Et pourtant, l'alcool est moins dense que l'eau. Si la membrane de l'alcool était aussi forte que celle de l'eau, la goutte d'alcool devrait être la plus grosse. Comme tel n'est pas le cas, nous devons donc conclure que la tension superficielle de l'alcool est plus petite que celle de l'eau. Au lieu d'avoir des liquides de tension superficielle différentes, on peut changer la tension superficielle d'un liquide par des causes extérieures. Réglons un jet d'eau de façon à ce qu'ils seront en gouttes. Quand ces gouttes traversent le champ électrique produit par cette machine électrostatique, le jet continu d'eau réapparaît. La tension superficielle de l'eau diminue donc en passant à travers le champ électrique. Sans champ électrique, nous avons des gouttes. Avec champ électrique, un jet d'eau continu.
Le changement local de la tension superficielle autour d'une goutte produit aussi des changements dans la forme de la goutte. Sur une goutte de mercure, on a versé de l'acide nitrique dilué et on ajoute des cristaux de bichromate de potassium. Le mercure s'anime, fonce sur le cristal, il l'attaque et le poursuit pour l'avaler littéralement. Une goutte de mercure entourée d'acide nitrique est touchée par un clou. La goutte s'anime et commence à effectuer des oscillations. Un régime stationnaire se produit. La pulsation périodique de ce cœur de mercure est due à des variations de la tension superficielle du mercure, produites par des réactions électrochimiques. Tout le monde sait que les détergents diminuent fortement la tension superficielle de l'eau. Quelques gouttes de détergent dans l'eau empêchent pratiquement la formation de la membrane superficielle, comme nous le montre l'expérience suivante. Un peu de détergent ajouté à l'eau qui porte la pièce de monnaie la fait tomber au fond du récipient. Pour terminer, nous allons considérer une expérience qui a des applications en biologie. Voici l'image d'une toile d'araignée. C'est au fil captateur que la proie de l'araignée reste collée. Sous le microscope, on remarque que la glu sur un tel fil captateur forme de fines perles alternativement grosses et petites. Même les grosses perles sont invisibles à l'œil nu. Comme une toile d'araignée contient environ 250 000 perles, et que la construction de la toile dure à peu près 1 heure, l'araignée devrait ouvrir et fermer la glande qui sécrète la glu 70 fois par seconde, ce qui est impensable. En réalité, l'araignée, en tissant le fil, l'entoure d'un fin cylindre de liquide. Ce cylindre de liquide est instable et se décompose en gouttes alternativement plus grosses et plus petites. Cet appareil nous permet de montrer qu'une lame cylindrique de savon n'est plus stable à partir d'une certaine longueur. Si on étire la lame pour obtenir un cylindre plus long, la lame se décompose elle se décompose en 2 bulles de taille inégale. La lame cylindrique devient instable dès que sa longueur devient supérieure à son périmètre. Si nous induisons d'huile un fil très mince tendu dans un cadre de diapositive, nous remarquons que le cylindre de liquide devient instable et se décompose en une série de perles alternativement fines et plus grosses. Résumons maintenant les résultats essentiels. Tous les liquides présentent à leur surface libre ou à leur surface de séparation avec d'autres liquides une membrane élastique capable de porter des objets. Cette membrane forme aussi des sacs qui contiennent le liquide, ce qui explique la formation des gouttes ainsi que leur taille. La membrane liquide a toujours tendance à rendre sa surface minimale. C'est là la raison pour laquelle les gouttes sont sphériques. À l'intérieur des gouttes et des bulles existe une surpression d'autant plus forte que le rayon est plus petit.
La tension superficielle peut être changée par des causes extérieures, ce qui change alors la taille ou la forme des gouttes.